Oui, bonjour tout le monde, bienvenue à ce balado de C'est dans ta tête. Pour les gens pour qui c'est la première fois ici à assister à un balado en direct, dans le fond, je me présente, Myriam Bélanger. Je suis conseillère en promotion, prévention en santé mentale, mais également conseillère en communication pour Santé mentale Québec-Chaudière-Appalaches. Si vous ne savez pas ce qu'on fait, ben nous, dans le fond, on fait vraiment de la promotion et de la prévention en santé mentale dans tout le territoire de Chaudière-Appalaches. Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, on fait de l'éducation populaire, donc on outille les gens de différentes manières sur, entre autres, les 7 astuces pour prendre soin de soi. Puis aujourd'hui, ben, on a la chance de recevoir à notre balado, c'est dans ta tête, Martin Pouliot, qui est un artiste multidisciplinaire, qui va vraiment nous parler de se ressourcer à travers l'art. Est-ce que c'est quelque chose d'accessible? Il y a aussi un background en travailleur de rue. Fait qu'on va vraiment parler de ce beau mélange entre l'art et tout le volet travail de rue. Donc, premièrement, merci, Martin, d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci. C'était un privilège de venir ici puis de venir présenter qui je suis un peu, puis mes passions entre l'écriture, la scène, puis le travail de rue qui est vraiment important pour moi. Bien, justement, pour les personnes qui connaissent un petit peu moins ton parcours, j'aimerais ça que tu nous dévoiles un petit peu plus qui tu es, ton parcours artistique, mais aussi ton expérience en travail de rue. OK, bien là, faut partir de loin, hein? Ouais. Moi, je suis né sur la rive nord de Québec, fait que je suis originaire de Loretteville, les alentours de Loretteville. Je viens d'une famille qui est dysfonctionnelle. Fait que c'est beaucoup dans mon écriture. La première partie de mon écriture, c'est beaucoup ancré. Fait que des histoires de famille, alcoolisme, la violence. Je fais de la poésie qui est narrative. Fait que je raconte des histoires en la poésie, fait qu'on peut vraiment s'identifier à travers mes poèmes, mes récits. J'ai découvert l'art parce que j'avais comme quelque chose à l'intérieur de moi quand j'étais adolescent que je ne réussissais pas à m'exprimer. Fait que je faisais du sport, j'avais mes gangs là, d'amis qui n'étaient pas toujours les meilleurs amis, mettons, on pourrait dire. Puis j'ai découvert tranquillement pas vite à travers le secondaire, à travers des groupes d'amis qui étaient un peu différents, l'art, entre autres l'improvisation qui m'a ouvert à un monde incroyable. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce que ça a répondu, ça, l'art? C'est que ça a comme exprimé quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi, que je pouvais sortir autrement que par de la petite délinquance ou par de l'opposition, ou peu importe, autre manière de s'exprimer. Puis dans le fond, justement, est-ce que c'est par rapport à ça que ça vous a intéressé, le travail de rue? Est-ce que c'est pour justement aider peut-être d'autres jeunes qui avaient ce genre de ressenti-là? Comment ça s'est présenté, le travail de rue? Bien, je dirais que moi, je ne me suis pas vraiment intéressé au travail de rue. C'est plus le travail de rue qui s'est intéressé à moi. On dirait que j'ai toujours travaillé dans l'espace public. J'ai toujours été proche. J'ai commencé à faire, ça ne s'appelait pas du travail de rue, mais une sorte de travail de rue, un travail de proximité quand j'avais 18-19 ans, parce que je travaillais dans un parc, puis il y avait des jeunes qui traînaient dans le parc, puis au lieu de rester dans mon bureau à l'intérieur en train de surveiller les locaux, où il n'y avait personne de toute manière, je suis allé parler avec les jeunes qui étaient dehors, tu sais. Mais moi, j'étais jeune aussi, j'avais 18-19 ans, fait que disons qu'on avait certaines similitudes dans le discours, dans ce qu'ils vivaient, tout ça. Puis, c'est comme ça que je me suis intéressé à être avec le monde, être avec des gens qui ont des visions un peu différentes ou qui s'expriment un peu différemment. Fait que, le travail de rue, c'est lui qui m'a frappé, là. Fait que je l'ai fait un peu quand j'avais au début vingtaine. OK. Mais c'était pas du travail de rue, c'était plus du travail de proximité, là, des approches qu'on savait pas trop c'était quoi encore, puis on n'avait pas de cadre de référence ou de guide de réflexion éthique, des trucs comme ça. Puis, je suis revenu autour de 35 ans. Ça va faire 20 ans là, que je suis à l'organisme où je suis, puis que je suis travailleur de rue encore. Fait que je suis un vieux travailleur de rue. Seulement, ils sont plus jeunes. Puis, fait que le travail de rue a tout le temps été comme présent. C'est venu vous chercher, là, finalement. Ouais. Ce qui est venu me chercher dans le travail de rue, c'est d'être en contact avec des gens qui sont peut-être pour la société un peu différents, mais pour moi, ils ne sont pas différents.
Ça veut dire que on dirait que je suis dans le même monde. Je suis beaucoup plus à l'aise dans mon travail de rue que quand que je vais aller faire, mettons, mon renouvellement d'hypothèque. Ça, j'ai aucune idée de quoi qu'il me parle. Puis là, je fais oui. Oui. Exact. Oui, je comprends tout à l'aide. Exact. Fait que, tu sais, c'est plus ça. Fait que je suis pas là pour aider nécessairement. Ça vient avec, mais c'est pas la motivation, c'est pas aider. C'est plus la connexion entre humains, de se comprendre, d'être un expert, de se rencontrer en tant qu'expert de son propre vécu, finalement. Exactement. C'est beaucoup là-dedans. Puis, je trouve ça intéressant parce que tu as nommé au début, justement, un petit peu le parcours là, avant que l'art devienne vraiment un peu l'épicentre du ressourcement, je pense, dans ta vie. Mais justement, pour toi, de prime abord, le ressourcement, se ressourcer, ça veut dire quoi pour toi? C'est une grosse question, hein? C'est une grosse question. Ben, tu sais, moi, j'ai l'impression que ce qu'il faut dans la vie, j'ai l'impression que chacun de nous, là, on a plusieurs personnalités en dedans de nous. Puis souvent, on en met une de l'avant, puis là, on nourrit elle. Fait que notre personnalité professionnelle, puis là, tu sais, on nourrit beaucoup ça. Puis là, tout à coup, ça va mal là, dans le travail. Puis on a mis de côté un peu nos autres pentes de notre vie, nos autres facettes. Puis je l'ai fait, puis je vais le faire sûrement encore. Des fois, on s'investit dans quelque chose, puis tout à coup, ça marche moins, cette chose-là. Puis là, on se dit, OK, je suis qui, moi, puis qu'est-ce que j'aime dans la vie, tout ça. Fait que je dirais, tu sais, se ressourcer, un des trucs que moi j'ai, c'est que j'ai beaucoup de facettes. Puis je nourris chacune des facettes. Je donne du temps à ces facettes-là. Fait que, tu sais, je suis Martin l'artiste, je suis Martin père, je suis Martin grand-père, je suis Martin le travailleur de rue, je suis Martin l'ami. Bien, toutes ces facettes-là, là, j'essaie de les nourrir, puis j'essaie, à l'intérieur de chacune d'elles, d'essayer de m'épanouir, d'avancer là-dedans, puis de me sentir bien, puis d'être dans des relations qui sont de plus en plus saines, de plus en plus... que je peux nommer ce que j'ai à nommer sans que ça soit un désastre à chaque fois. Oui, sans que ça soit l'escalade ou que ça fasse des conflits, des trucs comme ça. Là, l'ouverture au dialogue est très importante. Puis je trouve ça intéressant, justement, tout cet aspect-là, les différents chapeaux qu'on porte dans notre vie parce que, justement, parfois, on va mettre un petit peu nos œufs dans le même panier, puis au contraire, tu sais, on a tout plein de chapeaux, puis c'est important de prendre le temps, mais est-ce que ça vous arrive comme travailleur de rue, puis même juste comme personne, de ressentir cette culpabilité-là, de prendre du temps, justement, pour soi, pour sa famille, pour ses proches, pour les choses qui nous font du bien, puis si ça arrive, comment est-ce qu'on fait pour surpasser ça, cette culpabilité-là? Bien, comme travailleur de rue, oui, c'est plus comme travailleur de rue que comme dans mon quotidien, mettons. Mais si je ne prends pas de temps pour moi dans le travail de rue, si je ne m'occupe pas de moi, comment je peux accueillir des gens qui sont dans le fracas, tu sais, qui sont dans l'émiettement de leur personnalité, là? C'est comme un... je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça va un peu de soi. C'est-à-dire que dans le travail de rue, quand on arrive, là, on a tous un peu le même réflexe. Là. Puis moi, je suis superviseur de d'autres travailleurs de rue, puis souvent, on aimerait bien ça les prévenir, mais on ne peut pas les prévenir. Ils vont frapper le mur qu'il faut frapper à un moment donné, c'est-à-dire on s'est investi au-delà de la capacité qu'en tant qu'être humain, on est capable de s'investir. Puis là, à ce moment-là, là, tout s'écroule. Il n'y a plus de sens. Là, quand on est en déficit d'empathie, là, je ne sais pas c'est quoi l'autre terme là, qu'on a de ça. Fatigue de compassion, oui. Exactement. Cette fatigue de compassion-là, elle arrive parce qu'il n'y a plus d'espace en dedans de nous pour accueillir qu'est-ce que les autres y vivent. Bien, ça, c'est si on ne prend pas soin de nous comme personne qui est en relation avec d'autres personnes qui vivent des enjeux sociaux énormes, c'est ça qu'on va frapper, ce mur-là. Là. Oui, c'est impossible de ne pas le frapper. C'est pas l'idéal non plus. Là. Fait non. Autrement dit, tout commence par prendre soin de soi. Mais comment est-ce qu'on fait justement là, quand on a justement des gens qui vivent des turbulences, des enjeux sociaux comme ça, comment est-ce qu'on fait comme travailleurs de rue pour prendre soin de soi avec tout ce qu'on reçoit? Bien, tu sais, nous, le travail de rue, on a vraiment un réseau qui est très fort,
Puis depuis très longtemps, on était novateurs de certaines approches, entre autres de l'accompagnement qu'on a comme travailleur de rue. Ça veut dire que moi, depuis le début de ma pratique, j'ai accès à de la supervision externe. Ça veut dire dans mon organisme, j'ai un budget de bien-être, que je peux aller voir un psychologue, je peux aller me faire masser, je peux payer mes sports pour m'aider à être dans un univers où je vais permettre de libérer ce qui est des sources de stress. Mais dans le travail de rue, avec l'Association des travailleurs de rue, on a aussi tout le réseau des superviseurs. Ça veut dire ça, c'est des travailleurs de rue, des anciens travailleurs de rue, qui sont là pour les travailleurs de rue. Fait qu'ils ne sont pas en lien d'emploi. Fait que si moi, mettons, j'ai des enjeux, je ne sais pas, j'ai des enjeux parce que je viens de me séparer, puis que là, c'est dur de faire ma rue parce que les séparations dans la rue, il y en a, là, on en vit beaucoup, puis que ça m'interpelle, puis ça fait écho avec ce que moi, je suis en train de vivre. Mais là, je peux m'asseoir avec le superviseur puis lui expliquer ça sans avoir peur que je sois évalué. OK, oui. Fait que c'est quelqu'un qui n'a aucun lien, là, qu'on paye, mais qu'il ne fait pas mon évaluation comme travailleur de rue. Fait que ça, c'est vraiment essentiel, cette supervision clinique-là, qui, moi, m'a permis d'avancer. À toutes les fois que j'ai eu des embûches, puis les embûches, ce n'était pas le travail là, qui était des embûches, c'était ce que moi, je vivais, qui ne me permettait plus de faire l'emploi que j'avais à faire. Après ça, ben oui, il faut faire du sport, il faut avoir une vie le plus saine possible, il faut faire attention à soi, se sortir de notre tête, de ne pas être constamment dans le même univers, qui est pour moi un enjeu aussi. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont des intervenants sociaux, puis ils ne sont pas capables de sortir de ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'impuissance dans leur travail beaucoup, parce qu'on travaille beaucoup là-dedans, hein, avec le réseau, puis le réseau, il va bien. Ah. Mais c'est important qu'on arrive le vendredi ou le samedi, quand tu as fini de travailler, que tu as d'autres objectifs. Oui, qu'on décroche. Là. Ouais. On enlève le saut d'intervenant, puis on remet le saut de l'individu avec ses passions, puis tout ça. Puis vous, justement, il y a beaucoup de ça qui est à travers l'art. Ça a-tu toujours fait partie de votre vie? T'sais, parce que vous avez nommé un petit peu l'exploration de tout ça, mais est-ce que ça a toujours été là, puis ça a grandi? Comment ça a évolué? Comment c'est devenu quelque chose qui, justement, à la fin de la journée, c'est quelque chose qui vous rattache puis qui vous fait du bien? L'art est là depuis, j'ai peut-être 17-18 ans. C'était là d'une façon non visible pendant peut-être 3, 4, 5 ans. Ça veut dire, je savais en dedans de moi qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait. Là. Mettons, on parlait politique, ça m'intéressait, mais plus ou moins. On parlait, je ne sais pas trop, de sport, ça m'intéressait, mais plus ou moins, ça faisait rien bouillonnant dedans de moi. Mais si quelqu'un me disait, hey, j'ai vu une pièce de théâtre, là, puis là, ils ont parlé il y avait Dieu, puis il y avait un enfant, puis là, ils se sont confrontés. Ça, là, quand ils me parlaient d'événements de même, on dirait qu'en dedans de moi, là, ça répondait directement. J'avais le goût d'être dedans. Ouais, j'avais le goût quelque chose qui se réveillait, là, ouais. Ah ouais, exactement. Qui fait que, moi, j'ai eu la chance, je n'ai pas étudié en intervention, moi, j'ai étudié en littérature. OK. Fait que c'était un autre domaine, mais j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été proche, comme je vous ai dit, des jobs, des maisons de jeunes. Il y avait plus de personnes. Mettons qu'il n'y avait pas de jeunes dans la maison des jeunes, bien moi, je n'attendais pas dans la maison des jeunes, je sortais. J'allais les voir dans les rues, puis si ça se joue au basket, je jouais au basket avec eux autres. J'ai toujours eu cette approche-là d'aller vers. Oui, où est-ce que les gens sont, puis après entrer directement en contact. Et d'être super bien là. Puis quand on rentrait, mettons, en maison de jeunes, avec 2 jeunes, puis là, je me disais, il y en a 12 au parc, là. Et, puis là, j'allais voir mon cordeau, puis là, je disais, je peux-tu aller au parc? Oui, mais là, tu as 2 jeunes à la maison des jeunes. Oui, mais. Il y en a 12 là, qui attendent que je m'en vienne, là, puis qu'on jase, puis qu'on parle des vraies affaires. Oui, puis tu sais, 12 qui ne viennent pas à la maison des jeunes parce que les enjeux qu'ils vivent sont d'un autre âge ou d'une autre dimension. D'une autre réalité aussi. D'autres réalités, ouais. Puis moi, j'avais le goût d'être dans ces réalités-là. Tu sais. Fait que j'avais beaucoup ça que je portais. Puis j'ai eu la chance de travailler dans des librairies de livres d'occasion. Au début à Montréal, au Colisée du Livre à Montréal, sur Berry, Ontario. Puis après ça, à Québec, j'ai travaillé à la librairie du Faubourg pendant longtemps. J'ai été propriétaire, mais une librairie de livres d'occasion,
C'est un zoo. Il y a tout le monde qui passe là, là. Tous les artistes vont passer là de la ville de Québec. C'est dans Saint-Jean-Baptiste, fait que pas du côté du Vieux-Québec, mais du côté du petit faubourg, là. Donc, moi, c'était mon école, là, d'être assis là, d'écouter tous leurs récits, d'avoir des poètes qui venaient, des chanteurs punk qui allaient à Fourmi Atomique faire leur show ou au Nostradamus. Ça a comme été cet élément-là qui était un peu déclencheur dans mon goût de faire de l'art. Puis on a parti d'une petite maison d'édition qui s'appelait les éditions Dr. Sachs. Puis on s'est mis à s'éditer des poètes du quartier Saint-Jean-Baptiste, puis à faire des shows de musique, poésie. Très mauvais, mais c'était le début. On explorait. Ben, exact. Oui. On a fait que s'améliorer là, dans la vie. Puis cet élément-là a fait que ça a venu calmer cette espèce de bouillonnement-là qui est en dedans de moi, de dire, OK, ce que je porte, je peux maintenant le dire. Puis des fois, il y a des gens qui sont là, qui viennent me parler pour me dire, hey, ce que tu as dit tantôt, moi, je me reconnais là-dedans. Puis ça a fait vraiment l'élément déclencheur de mon désir de porter ça toute ma vie. Là. D'avoir cet écho-là entre moi qui écris ou qui fait quelque chose dans ma tête. Parce que quand on écrit, là, mettons qu'on achète une voiture, c'est une conception d'un ingénieur qui reproduit un pattern, puis qui à le bout de la chaîne, il y a quelqu'un qui l'achète. C'est toujours la même chose, la même formule. C'est toujours la même affaire. C'est-à-dire qu'ils vont changer le modèle, puis ils vont changer l'aileron ou quelque chose de même. Mais quand on consomme de la culture, si on inverse le cheminement et qu'on dit, c'est qui nous parle, c'est toujours un être humain derrière. Il y a toujours un individu ou un groupe d'individus qui ont une préoccupation ou qui ont un désir de nommer quelque chose. Puis au lieu de le garder chez eux, avec ça, en dedans, ben, ils ont le goût de le partager. Enfin, moi, je trouve que c'est la révolution. La révolution, c'est les liens. C'est notre façon qu'on interagit avec les gens, hein, avec tous les réseaux sociaux, avec tous les enjeux qu'on a. La vraie rencontre, c'est du un à un. Oui. Puis, tu sais, tantôt, je vais vous proposer, ceux qui voudront, de venir choisir un style de poème dans les poèmes que j'ai, puis je vais vous le lire en un à un pour faire une vraie rencontre entre quelqu'un qui écrit et quelqu'un qui reçoit de la poésie. Puis ça, c'est vraiment le défi, tu sais. Puis l'art le fait, ce défi-là. Oui. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on a parlé de justement tout l'aspect de... Il y a beaucoup plus d'espace en dehors qu'en dedans quand on parle des émotions. Puis c'est important de trouver justement une manière de le canaliser puis de l'exprimer parce que même les émotions qui parfois sont plus difficiles, qui sont plus désagréables, ben elles peuvent donner quelque chose de super beau. Ça peut résonner chez d'autres personnes. Puis en dehors de ça, j'ai le goût de te demander une question. Tu sais, on parle justement du pouvoir d'agir, d'avoir ce sentiment-là qu'on n'est jamais trop petit. Est-ce que tu dirais que justement l'art, que ce soit par la poésie, le théâtre, la musique, bref, sous toutes ses formes, est-ce que selon toi, l'art, c'est un peu une manière de reprendre son pouvoir d'agir? C'est une manière de nommer, de changer le discours puis de le nommer comme toi, tu le vois. Donc, on peut prendre un peu n'importe quoi. Il n'y a pas d'œuvre d'art. Tu sais, les gens, des fois, ils vont me dire « Hey, la poésie, c'est toujours trash, toujours triste. » Oui, mais c'est ça qu'on veut exprimer. Si j'écris un livre puis je dis « Ah, je suis heureux, tout se passe bien. J'ai tout à manger chez moi, tout ça. J'ai jamais d'enjeux sociaux qui me frappent. » Ben, c'est pas intéressant. C'est même pas intéressant pour la personne qui va l'écrire. Ce qui est intéressant, c'est la personne qui vit quelque chose d'extrêmement heureux, au-delà des capacités d'être dans le bonheur, puis qui a le goût de le dire au monde. Oui. Hein, des superbes chansons d'amour, ben, c'est tellement grand que tu ne peux pas garder ça pour toi, il faut que tu l'exprimes. Ou des grandes, grandes peines. Oui. Moi, je viens de là. Mon début de mon écriture vient vraiment de nommer. J'ai écrit une trilogie qui s'appelle Poèmes de famille, Famille nucléaire, la trilogie au complet, qui est 3 livres qui expriment en poèmes narratifs la désorganisation d'une famille avec tout ce que ça peut entraîner, comme j'ai nommé tantôt, la violence,
l'univers toxique, un père toxique, mais aussi l'amour d'une mère. Fait que il y a toujours ce balancement-là, je pense, dans le poème. Le poème, il n'identifie pas quelque chose, il met en place un scénario dans lequel le lecteur va bien choisir son chemin. Tu sais. Oui, puis tu sais, je pense que d'un autre côté, dans un moment où est-ce que, justement, comme aujourd'hui, on peut tellement se sentir impuissant par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, ou même, tu sais, la situation au Québec, tout ce qui est le logement, les hausses d'un petit peu tout, là, finalement. Tu sais, je pense qu'à travers l'art, ça peut être un bon motif d'arriver, puis de l'utiliser socialement pour faire part de notre mécontentement ou trouver des pistes de solutions. Tu sais, il y a toujours moyen de s'en servir pour faire du bruit positivement. Puis je pense qu'à travers l'histoire aussi, ça a servi à ça, là, finalement. Là. Exactement. Puis, tu sais, de ce que tu viens de nommer, je vais donner un exemple. Moi, quand j'ai écrit un poème qui s'appelle « La source », qui est sorti... comment je pourrais bien vous exprimer ça? Quand j'étais jeune, j'avais 8, 9, 10, 11 ans, je ne comprenais pas mon lien avec mon père, qui était très, très présent dans ma vie, mais qui était quelqu'un de super toxique, mais quelqu'un aussi de super présent. Pour les autres, c'était quelqu'un de formidable, toujours de bonne humeur, tu sais, bon, ainsi de suite. Puis moi, j'avais un sentiment que je n'avais jamais compris. Puis je suis arrivé à l'âge peut-être de 26, 27 ans, là, j'avais déjà un enfant. Puis je suis passé devant le bar La Source à Québec, qui est à côté de l'ancien Colisée, le centre Vidéotron, qui a des spectacles maintenant qui est là. Puis j'avais ma fille en arrière dans mon char. Puis je suis comme arrêté, mais ma fille, elle devait avoir 1 an et demi. Là. Puis je l'ai regardée dans le miroir. Puis j'ai eu vraiment là, un flashback quand mon père, qui travaillait au bar La Source quand j'étais jeune, puis que lui, il me laissait dans le char pendant qu'elle allait prendre une bière. Puis qu'il me regardait dans le miroir, puis il me disait « Hey, mon petit surnom, c'était Capoune. » Il me disait « Hey, Capoune, ça sera pas long, là, je vais voir mes chums, je reviens après. » T'sais? Puis moi, ce flashback-là, il est revenu, mais c'est pas le flashback qui est intéressant qui m'est revenu, c'est que c'est l'émotion que j'ai eue cette journée-là. C'était l'émotion que j'avais jamais compris quand j'avais 10 ans. Fait que je l'ai écrit, le poème « La Source ». Et c'était un poème que j'ai représenté le Québec au Jeu de la francophonie en 2001. C'était un des poèmes qui était retenu pour représenter le Québec là, dans ces jeux-là culturels et sportifs. Donc, le poème, là, l'art, là, on vient exprimer des fois des choses qu'on ne sait même pas que c'est ça qu'on veut exprimer. Mm-hmm. C'est qu'en écrivant, là, je me suis mis à raconter. Fait que là, c'est sûr que dans l'écriture, j'explique exactement ce que je vous ai dit. Là. Tantôt, si vous venez me voir et vous voulez que je vous le lise ou si vous voulez le lire, vous allez voir. Je suis avec mon père dans le char, il me dit « Attends-moi ». Puis là, lui, il rentre dans la taverne. Puis quand il est dans la taverne, lui, ce qu'il n'a jamais su, quand j'avais 8 ans, je restais dans le char. Mais quand j'avais 9, 10 ans, je quittais le char. J'allais me promener, mais je savais que je n'avais pour 1 heure. Moi, je viens de Loretteville, mais là, je suis au centre-ville, tu sais. Il y a du stock à voir, oui. là. Puis là, c'est à côté du parc Brébeuf. Dans ce temps-là, il y avait la Grande Hermine qui était là. Puis là, j'explique tout ça. Puis dans le poème, dans l'écriture du poème, je me suis aperçu que c'était la première fois que j'ai eu la conscience de la mort. Parce que je lançais des petits cailloux dans l'eau, puis je voyais les cercles concentriques là, que ça fait quand la petite vague. Puis là, je me suis dit, je me rappelle m'être posé la question, si moi je plongeais, y aurait-tu des cercles concentriques? Puis là, je pars de ce poème-là pour revenir. Puis là, je me dis à un moment donné, hey, arrête de penser à ça. Il faut que tu sois dans le char avant que ton père sorte de la taverne. Fait que cours. Puis là, j'arrive dans le char, le père n'est pas là, il sort, il ne sait pas tout l'univers mental dans lequel... Tout le processus. Tout le processus, c'est ça, tu sais. Je trouve ça intéressant. Ça m'emmène justement... J'ai l'air à me perdre un peu, là. J'espère que je vous perds pas. Je trouve ça super intéressant parce que ça me fait penser justement... tu sais, justement, ce processus créatif-là, y a-tu, chez des personnes que tu as côtoyées, que ce soit dans le travail de rue ou plus comme dans ton cercle intime, des manières uniques, justement, de créer des trucs comme ça qui sont arrivés à travers l'adversité? Parce que ça me fait vraiment penser à ça.
c'est-tu arrivé des manières vraiment inattendues, uniques, surprenantes? Pour moi ou pour les personnes? Pour les autres. Ben oui, j'ai plein de petites anecdotes, là. Moi, j'utilise beaucoup l'art comme moteur de changement auprès des personnes. Fait que dans le travail de rue, moi, je travaille pour Alternative Jeunesse Mont-Saint-Anne. On a un volet culturel. On fait de la poésie avec les jeunes ou les moins jeunes. On fait de la musique, énormément de musique. Puis, je veux raconter une anecdote sur un jeune que je rencontrais à l'école aux adultes. Tu sais, le travail de rue, là, on est privilégié parce que moi, je suis partout. Fait qu'un midi, je me ramasse à l'école aux adultes, je vais parler avec des jeunes. Il y a un nouveau jeune qui est là, il commence à me parler, tout ça, puis il me dit, tout bonnement de même, il dit, moi, je joue de la guitare. Quand les jeunes me disent ça habituellement, ils jouent, mais tu sais... c'est un commencement. C'est un commencement. On met le pied dans l'apprentissage. C'est parfait. T'sais. Fait que là, je dis, hey, si tu veux, quand tu vas revenir, moi, je ne connais pas son horaire, fait que quand tu vas revenir à l'école, puis je veux qu'il m'invite, tu sais, ben, je vais apporter ma guitare, puis on jammera, tu sais. Puis là, il me dit, ouais, il dit, demain ou après-demain. Fait que là, je dis, parfait. 2 jours après, moi, je me présente avec ma guitare, puis on se met à jouer, puis il joue super bien, le jeune. On se met à parler ensemble. Parce que moi, comme travailleur de rue, ce qui m'intéresse, c'est le récit des gens. Je ne m'intéresse pas à sauver ou à aider la personne. Moi, je veux connaître le récit des gens pour que les gens, ils se nomment. Puis le récit, il change. Ça veut dire que le regard que tu as sur ta vie quand tu as 20 ans, c'est pas le même regard que tu as quand tu as 30 ans. Fait que c'est intéressant quand tu es en relation, même si les gens ont l'impression qu'ils se répètent, tout ça, ils ne se répètent pas. Ils sont en train de renommer, changer une petite virgule, un petit mot autrement, parce qu'ils s'approprient du pouvoir sur le récit de leur vie. Fait que moi, ce jeune-là, il me dit, tout bonnement en jouant, il me dit, moi, mon père, ses parents sont séparés, puis il me dit, moi, mon père, c'est un chansonnier à Québec. Fait que j'ai tout le temps vu jouer de la musique, mais il ne sait pas que je joue de la guitare. Puis le jeune, il chante. Là, fait que là, je fais, OK. Quelle confidence. T'sais. Puis avec lui, à un moment donné, il me dit, j'aimerais ça faire un spectacle avec mon père. Mais avant, il faut qu'il le dise à son père. Fait que le soir qu'il a dit à son père qu'il jouait de la musique, il est venu dans nos locaux. Il a invité son père. Puis on avait pratiqué une chanson, nous autres. Je ne sais pas si vous connaissez Keith Kuna, le chanteur des Goules. Mais il y a une tune qui s'appelle Vatican. Keith Kuna, c'est un bum. C'est un chanteur punk, mais il a écrit une chanson d'amour à son père qui s'appelle Vatican. Puis c'est cette chanson-là qu'il a joué à son père. C'était merveilleux. Puis, 3 mois plus tard, on a fait un show à Microbrasserie avec le père qui s'appelle Sylvain et le jeune. Oh, wow. Ça, c'est du changement. T'sais. Moi, je n'ai jamais voulu aider ce jeune-là. Là. On est juste été dans le récit. Puis ce jeune-là, il fait des shows de musique, il est resté un peu dans cet univers-là. Là, aujourd'hui, j'ai moins de nouvelles, je ne sais pas s'il en fait encore. Mais à un moment donné, c'était un peu son rêve de faire de la musique à temps plein. Tu sais. Oh, c'est vraiment le fun. Mais tu sais, j'aurais pu faire partir un atelier de musique, puis ça ne marche jamais. Des fois, il faut comme prendre la balle au bon. Le travail de rue, on est spécialiste de ça. C'est-à-dire, on n'a rien d'autre à faire que de dire c'est quoi tu veux faire, puis si je peux t'accompagner, je vais le faire avec toi. Allons-y. Allons-y, ouais. Exactement. On est beaucoup, justement, dans l'appropriation de son histoire, à travers, justement, l'adversité, tout ça. Puis à travers là, les enjeux sociaux. Je sais que c'est quelque chose qui vous touche plus personnellement. J'aimerais ça que tu nous glisses un mot sur Occupons la fin du monde, ton spectacle, que tu nous expliques un peu le processus de tout ça. C'est quoi? Parce que ça vient vraiment toucher aux enjeux sociaux, puis c'est particulièrement intéressant. Ouais. Ça, c'est un gros projet. Moi, je voyage beaucoup en Amérique latine. Fait que toute l'Amérique centrale, le Mexique m'intéresse énormément avec ma blonde. Fait que le Guatemala, Nicaragua. Je m'intéresse aussi aux révolutions, un peu comme les zapatistes au Chiapas. Puis, je dirais, pendant 4-5 ans, on a fait beaucoup de voyages, 1 à 2 par année en Amérique centrale ou au Mexique, qui est en Amérique du Nord. Et j'ai eu le goût de nourrir, je dirais, les liens que j'ai avec les gens qui sont loin de moi. Fait que là,
suis parti d'un principe de me dire, comment ça, je ne connais pas mon voisin? Je n'ai jamais parlé à mon voisin d'en face, mettons. Mais qu'en même temps, je rencontre une personne dans un autobus au Guatemala, puis que je donnerais ma vie. Comment ça peut être fort, ce lien-là qu'on développe, mais pourquoi je le développe avec quelqu'un qui est si loin? Et là, je me suis mis à me questionner sur la filiation, mes propres liens à moi, tout ça. Et j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'écriture, de création, en 2021, qui est la suite logique du désespoir. Fait que là, j'ai écrit plein de poèmes pour un peu exprimer la filiation, mais des poèmes aussi, le défi, c'était de trouver des nouveaux médias. Ça veut dire que je ne voulais pas juste l'écriture. Fait que j'ai fait des vidéos-poèmes. J'ai fait aussi un photopoème d'un truc qui s'appelle La calle es poesia, avec la rue est poésie. Et à partir de cette écriture-là, j'ai fait des chansons aussi. Quand je suis arrivé à la fin, je ne voyais pas ça dans un livre. Je n'étais pas capable de mettre ça dans un livre. C'est comme ça que l'idée du spectacle, je me suis battu pour que ça soit dans un livre, là, mais avec moi-même. Je me disais, non, tu es un poète, il faut que ça soit dans un livre, il faut que tu retrouves ça en librairie, tout ça. Mais à chaque fois que j'essayais comme de le travailler, de le mettre dans un livre, là, il fallait que je me dise, bon, OK, le vidéo-poème, il faut que j'élimine la partie vidéo. Mais là, je prenais le texte, là, je disais, il manque quelque chose. Et là, il y avait plein d'affaires qui ne fonctionnaient pas. Jusqu'un jour, j'ai dit, là, ça va être un spectacle. Et j'ai déposé... j'ai été choisi pour faire une résidence à une salle de spectacle à Québec qui s'appelle La Charpente des Fauves, qui est c'est un bijou, là, c'est de la création pure. Fait que j'ai eu pendant une semaine une résidence. Mettons, je rentrais dans une scène comme ça, on était avec un musicien. Il y avait 2 autres artistes avec nous, dont Marie-Ginette Gay, la comédienne qui était à la direction littéraire, Manon Dumas qui était à la photographie vidéo. Puis on a monté un spectacle pendant une semaine. On est rentré le lundi, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire. Puis le samedi soir, on a présenté un spectacle, vidéo, chanson avec un musicien, puis moi sur scène. Puis les enjeux de mon spectacle, c'est vraiment... là, pour moi, dans ma tête, il n'y a pas de frontières. Pour moi, dans ma tête, que tu sois... on est tous des immigrants, on est tous du monde qui bougeons. Puis si je vais aller vivre au Mexique, moi, je ne me vois pas qui m'empêcherait d'aller vivre au Mexique. Fait que si quelqu'un veut venir vivre ici, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce truc-là. Fait que la prémisse est un peu là. Puis c'est venu du point de départ qu'on était au Guatemala dans un autobus. Puis le chauffeur, on était tout seul, ma blonde puis moi, puis le chauffeur d'autobus s'est mis à nous raconter son histoire. Son histoire est extraordinaire. C'est que lui, il était un immigrant illégal aux États-Unis pendant 16 ans. Puis son père, c'est lui qui était le coyote. Le coyote, c'est la personne qui fait traverser la frontière illégalement du Mexique vers les États-Unis. C'est son père, à l'âge de 16 ans, qui lui a dit, là, mon homme, tu t'en viens, tu vas traverser la frontière, tu vas aller gagner notre vie, de l'argent que tu vas nous renvoyer pour aller travailler aux États-Unis. Puis moi, comme étant père, étant grand-père, j'avais quelque chose là il y avait une partie de moi qui ne voulait pas le juger, là, de dire OK. Mais il y avait une partie de moi qui disait tabarouette, il faut vraiment être dans la misère, tout laisser. On oublie ça, là, mais les personnes qui viennent de l'immigration, là, ils viennent travailler, je pense que vous en avez ici. Là. Moi, j'ai des amis guatémaltèques là, qui viennent travailler 5-6 mois par année. Là. Ils laissent leur famille, leurs enfants. Ils viennent pas. S'il n'y avait pas la misère au Guatemala, ils ne viendraient pas ici. Là. Et la vie est très belle au Guatemala. Moi, je rêve de m'acheter une maison au Guatemala. T'sais? Fait que la prémisse vient vraiment de là. Mais en questionnant ça, ça m'a fait questionner mes liens avec mon père, mes liens avec ma famille, parce que j'ai des liens, mais je n'ai pas des liens extrêmement forts, je vais dire. Fait que là, OK, là, si tu es franc, tu ne vas pas juste mettre tes liens de voyage, tu vas mettre tes propres liens ou tes propres ruptures de liens. Mm-hmm. Fait que le spectacle est tourné autour de ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, c'est beaucoup comme une aventure personnelle à travers
ce voyage-là, les Ouais. apprentissages, toute cette connaissance-là au niveau des liens. Puis ça m'amène à me demander, est-ce que selon toi, là, justement, tu sais, parce que quand on vient pour commencer quelque chose de nouveau, des fois on se dit, ah ben, c'est pas encore parfait. Je maîtrise pas ça. Puis c'est la même chose quand on veut commencer l'art. Puis tu sais, je me dis, quelqu'un qui écoute pourrait peut-être se dire, ouais, mais moi je suis pas comme Martin, ça a pas toujours fait partie de ma vie. Je sais pas trop comment commencer. Est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde? Puis par quel pas, par quel rituel on pourrait commencer justement à mettre en place justement cette exploration-là de qui on est à travers l'art? Ben, moi, je ne fais pas de l'art. Moi, là, j'ai la chance d'être publié, j'ai la chance d'avoir des endroits où je peux m'exprimer, tout ça, mais moi, je ne fais pas de l'art. Moi, je dis des affaires. J'essaie de nommer des affaires qui sont en dedans de moi, très, très intimes, en me disant, il y a peut-être un autre être humain qui ça va résonner. Tu sais. J'ai cette prétention-là, peut-être, tu sais, de dire peut-être qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est aussi fucké que moi, puis que ça va faire comme, ça résonne chez moi. Tu sais. Donc, moi, je ne pars pas de la prémisse. Là. Je pars pas non plus en me disant, là, je vais faire un nouveau livre. C'est pas ça. Là. Je me mets à écrire, puis moi, j'écris pas. J'écris quand j'ai quelque chose à dire. Là. Tu sais, j'ai été 7-8 ans sans écrire. Mais quand j'ai quelque chose à dire, j'essaie de dire cette patente-là, puis d'être le plus franc possible avec la chose que je suis en train de dire. Si au bout, c'est publié, si au bout, c'est une chanson, si au bout, tant mieux. Tant mieux, exactement. Fait que moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, là, c'est que des fois, on ne se fait pas confiance. Mm-hmm. Hein? Puis vous allez voir, si vous lisez mes affaires, il n'y a rien de parfait. Là. Moi, je réécrirais tous mes livres que j'ai publiés. J'ai des affaires, j'enlèverais, des choses que je mettrais autrement. Il y a des choses que j'irais chercher aussi, l'accord de certaines personnes. Il y a plein de choses. Tu sais, mais je ne peux pas refaire ça. On ne refait pas l'histoire. Tout ce qu'on peut faire, c'est se servir de ce qu'on a fait puis pour la prochaine chose qu'on est en train de faire. Fait que, pour moi, là, c'est un peu comme faire du vélo la première fois. Il faut que tu aies cette espèce de goût de dire, il y a du sens à faire du vélo. Tous tes amis en font, ça va être bien plus vite pour te rendre à l'école ou aller voir tes amis. Ça a l'air le fun. C'est cool en tabarouette. Bien, c'est la même énergie. Quand on trouve la même énergie, que ça soit, c'est pas obligé d'être l'art, là, ça peut être la menuiserie, oui, ça peut être n'importe quoi. Exactement, du tricot. Moi, ma blonde a fait de la poterie. C'est une artiste, là. C'est une artiste, pourquoi? Parce que quand elle fait ça, elle rentre dans sa bulle, elle exprime le monde par la poterie. Elle ne fait pas juste des verres là, ou des tasses. Là. Ma blonde, là, si je dis hey, « belle ta tasse », ils m'ont passé une mauvaise journée. Là. C'est son monde, là, c'est sa vie qu'elle vient de tourner. Là. C'est pas juste. Oui, il y a des gens pour affaire. qui, par exemple, la cuisine, c'est la même chose. Là, on vient vraiment transmettre quelque chose dans ce qu'on fait, dans ce qu'on crée. Là, on met une certaine partie. Puis tout le monde a quelque chose, une passion ou quelque chose dans lequel il est capable de nourrir. Des fois, ils ne savent pas. C'est de le découvrir. Ouais. Se donner le droit d'essayer quelque chose, puis si c'est pas ça, Exactement. ça va être autre chose. Exactement. Ça va être autre chose. Ça peut pas. Tu peux pas vivre. Le seul échec que tu peux vivre, c'est la chose que tu n'as pas vécue. Mm-hmm. De ne pas l'essayer, finalement. De ne pas l'essayer, puis tout ça. Puis moi, tu sais, j'ai pas énormément de phrases dans mon travail de rue, mais il y en a une qui est tout le temps là, surtout avec des jeunes qui ont perdu un peu le sens de la vie, puis tout ça, puis là, ils se questionnent quoi faire, puis moi, je leur dis tout le temps, « Hey, laisse-toi donc la chance de peut-être découvrir quelque chose quand tu vas avoir 25 ans, puis que tu ne sais pas que tu aimes. Ouais. » Moi, il y a plein d'affaires que je découvre encore aujourd'hui que je ne savais pas, là, un an et demi que j'allais découvrir ça, puis que j'allais aimer ça. Tu sais. Se laisser un peu cette chance-là. Sauf que ce discours-là, vous comprenez que c'est un discours qui est, on pourrait dire, un peu moralisateur ou je ne sais pas trop, tu sais, on va stimuler les troupes. Mais il y en a une vague de fond social qui envoie un tout autre message à nous autres, les êtres humains. Ça veut dire, pourquoi qu'on est sur Terre? On est là pour gagner de l'argent, pour avoir une hypothèque, pour t'acheter un char. C'est quand on est en région. Hein, moi aussi, mon travail il n'est pas dans un centre-ville. Il n'y a pas de transport en commun. Quand tu as 20 ans, tu travailles à la shop, puis
tu n'as pas vraiment de loyer, puis tu as déjà ton pick-up, puis tu es serré là dans ton argent. La vague de fonds social n'amène pas nécessairement c'est pas un contexte dans lequel de dire « Hey, nourris tes passions ». Je suis pas sûr que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup véhiculé. Ouais. Puis c'est pour ça, en fait, que ça peut être difficile de se ressourcer dans ce qu'on vit. Puis en plus, c'est beaucoup allons vite, faisons les choses vite. Mais en réalité, ça demande du temps. Puis c'est correct de le prendre ce temps-là, même si c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Il faut se laisser le temps, finalement. Bien, moi, ça, là, le travail de rue et la création, c'est comme des vases communicants. OK. Si je suis un bon travailleur de rue, que je me donne un peu comme prétention, c'est que moi, j'ai appris à lire. Mettons, on va à la librairie, là, c'est un geste là, immense. Je rentre à la librairie, tu as 17 ans, tu sais pas pourquoi, tu rentres dans la section des romans étrangers, tu n'as jamais lu de romans étrangers vraiment. Puis là, tout à coup, tu vois la couverture d'un perroquet, puis tu vois le titre « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Tu sais pas pourquoi? Tu lis la 4e de couverture, tu te dis « Hey, c'est ce livre-là que j'achète aujourd'hui. » Puis là, il te raconte l'histoire de la Colombie à travers la famille Buendia. C'est malade, là. J'ai découvert le monde de l'Amérique latine par ce livre-là. Fait que quand on lit, il faut être à l'écoute, il faut être ouvert d'esprit, il faut prendre notre temps parce qu'il y a des fois des passages qu'on n'a pas compris, il faut revenir, il ne faut pas les skipper, il faut te payer. Moi, en tout cas, quand je paye, je veux avoir mon argent, entre autres, bien comprendre les livres que je suis en train de lire. Donc, ça, lire, ça m'aide dans mon travail de rue. Parce que, je vous ai dit tantôt, pour moi, le travail de rue, c'est beaucoup sur le récit des personnes. Donc, je suis beaucoup à l'écoute du récit des personnes. C'est comme lire. Par contre, le travail de rue, lui, ce qui me permet, ce qui m'amène dans ma création, dans ma vie de tous les jours, c'est que le travail de rue, là, tous les intervenants du réseau, là, ils veulent avoir ça, ils sont jaloux. Là. C'est que nous, on a le temps. Moi, là, ça fait 20 ans que je suis dans ma communauté sur la côte de Beaupré. J'ai connu des jeunes qui avaient 16 ans, qui aujourd'hui ont des enfants de 16 ans. Puis j'ai connu les parents au début. Là, j'ai connu le jeune à 16 ans, je connais son enfant à 16 ans. C'est fantastique. Puis je vais être encore là dans 5, 7, 8, 10 ans. Je n'ai pas l'intention de changer d'emploi. C'est l'emploi que je veux faire. Donc, le temps, ce que ça nous permet, là, c'est de ne pas être dans l'urgence quotidienne. Quelqu'un arrive, elle vit une certaine détresse. Cette certaine détresse-là, on ne va pas l'étouffer. C'est un feu. La détresse, c'est un feu. Si tu brasses du vent autour du feu, le feu il va s'accélérer. Si tu mets une couverte dessus, il va s'étouffer, mais quand tu vas enlever la couverte, ça risque de repartir. En ce moment, notre réseau, ce qu'il fait, c'est qu'il n'éteint pas les feux. Il fait juste permettre que le feu soit moins fort pour pas qu'il y ait trop de dommages. Moi, là, l'exemple que je peux donner, je rencontre un gars, mettons, 40 ans, que moi, je connais depuis 7-8 ans, mettons, puis il a toujours eu des difficultés avec ses relations avec les femmes. Moi, il arrive dans ma vie, puis là, il me dit hey, là, ça va mal. Puis là, il y a une urgence, là, puis mettons, il ne sait plus trop quoi faire de sa vie, puis là, il a perdu son emploi, puis tout ça. Moi, je peux essayer de l'aider, là. Puis il dit trouver un logement, puis de trouver ça, mais s'il n'y a pas d'outils, il va peut-être frapper le même nœud dans 2 semaines, dans 1 mois. Ou il va peut-être rencontrer une autre femme, puis là, tout à coup, il va être dans sa dépendance affective, puis là, tout va bien. Une journée, là, c'est de la merde, puis là, je suis certain que on va tous un peu voir du monde autour de nous. Moi, je le rencontre, il m'appelle le vendredi, là, Martin, je suis dans la merde, tout ça. Je dis, OK, on va se voir lundi. Lundi, je le rappelle, puis il me dit, hey, ça va bien? Ah? Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, j'ai rencontré une fille en fin de semaine, on est en amour, je suis en amour! L'urgence, j'avais essayé de couvrir. Fait que moi, mon travail avec cet homme-là, c'est qu'il soit conscient de cette dépendance affective-là pour ne pas avoir le même pattern. Mais ça,
c'est que le temps, c'est que la relation que je vais construire avec lui, qu'on va co-construire ensemble, qui va me permettre, à un moment donné, de me dire, man, tu sais, il me semble que tu vis toujours les mêmes genres de relations. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. D'où l'importance de prendre le temps. Et pour terminer, Martin, j'aimerais ça te challenger. Oh my God. OK? Fait que, en genre 3 mots, ce serait quoi un conseil pour faire un premier pas, pour justement prendre le temps puis oser explorer? Mettons en une phrase, là, qu'est-ce que tu as à conseiller aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Ben c'est comme faut le faire. Si tu le fais pas, si tu as quelque chose en dedans de toi que tu calmeras pas si tu le fais pas, ça veut dire si tu ne donnes pas du jus à cette chose qui t'habite, c'est certain que cette chose-là, elle va être quelque chose de négatif en dedans de toi. Fait que moi, le conseil que j'ai, c'est que fais-le à petite dimension, là. Tu veux écrire, maintenant tu as le goût d'écrire, mais tu ne sais pas par quel bout tu prends ça. Il y a plein de façons de le faire. Le faire, l'écrire, le geste. Après, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Ça se peut qu'au bout de ça, tu vas faire comme « Arc, c'est de la merde. Mm-hmm. Tu sais? Puis Mais tu le présenteras oser pas. faire le premier pas, finalement. Il faut oser faire le premier pas. Le faire le premier pas, c'est de s'entourer aussi de gens qui ont un peu les mêmes passions ou qui ont les mêmes volontés. Si on s'entoure du monde qui n'ont pas de guts, mettons, qui n'ont jamais de guts, ça va être dur. Mm-hmm. C'est pour ça que nous, dans notre organisme, c'est super important. Un jeune nous dit ouais, j'ai fait de la poésie. Nous, on rend ça pas fantastique. On ne fait pas ah, ben, c'est donc ben beau, tu fais de la poésie. On ne fait pas ça de même. On dit hey, tu fais de la poésie, as-tu le goût de nous faire lire? Puis là, s'il dit oui, parfait. Puis on lit. Puis si je ne comprends pas, je vais dire c'est quoi tu veux dire dedans? J'ai peut-être pas saisi. Tu sais, puis la poésie, c'est souvent difficile, des fois. C'est très personnel. C'est très personnel. Fait que oui. Ouais. Fait que moi, je suis vraiment terre à terre. C'est vraiment simple, cet élément-là. Tu sais. Mais il faut avoir autour de soi du monde qui vont. Des gens bienveillants puis qui vont nous emmener vers le haut. Fait que Exactement. finalement, on vous invite à faire le pas et à prendre le temps de faire des choses qui vous font du bien. Martin, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. C'était vraiment super plaisant. Puis pour les gens qui ont la chance d'être avec nous sur place, on va vous réserver un 10-15 minutes de questions à Martin. Si vous avez envie d'aller explorer certaines questions pour Martin, on va aller voir ça. Fait que merci beaucoup. Merci. C'est de votre accueil.